Florence Richard, journaliste de Jeune Afrique, a été chargée par cet organe de venir à Rouen couvrir le procès qui a eu lieu jeudi 28 novembre 2024, dans lequel votre serviteur Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, de son nom à l'état civil Franklin Nathan Nyamsi, était accusé par le procureur de la République, en réalité le substitut du procureur de la République, eh bien à Rouen, à la demande d'ailleurs du ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire à la demande du gouvernement français, d'avoir abusé de la confiance de l'association dont il est le président, Association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro. L'accusation consiste à dire que M. Nyamsi a collecté des dons qui sont passés par le compte de l'association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, et il en a récupéré une partie dans son compte bancaire à lui, Franklin Nyamsi, et la partie qu'il a récupérée dans son compte bancaire à lui tourne autour de 28 000 €. Certes, M. Nyamsi a organisé, en tant que président de Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, 5 collectes de dons. Une pour l'accueil du président Guillaume Soro en 2019 en France, une deuxième qui concernait le soutien judiciaire à lui-même, Franklin Nyamsi, une troisième qui concernait la solidarité envers lui, Franklin Nyamsi, une quatrième pour la rénovation de la tombe du leader Moumié, eh bien à Conakry, et une cinquième pour le soutien aux anciens combattants du Cameroun. Il est certes établi que Franklin Nyamsi n'a pu gérer finalement que les collectes, les dons qui ont été faits pour 4 de ces 5 collectes. Parce que la 5e collecte, il n'en a pas récupéré les dons, puisque le ministère de l'économie et des finances, à travers sa cellule TRACFIN, avait déjà mis la main sur le compte postal de l'association afin de mener des enquêtes. M. Nyamsi, à partir de cet instant, n'a plus mené la moindre opération sur le compte de l'association en attendant que justice soit faite. Donc, Franklin Nyamsi a reçu, en soutien de ses amis à travers le monde, une somme d'environ 34 000 € à travers les plateformes GoFund en 2 collectes. Franklin Nyamsi en a récupéré 28 000 qu'il a déposé dans son compte livret de famille. Et ça n'a pas loupé. Moins d'1 an plus tard, Franklin Nyamsi était suspendu pendant 3 mois de son poste de professeur et privé de salaire par M. Macron. Grâce à l'argent qu'il avait mis de côté, il a pu affronter cette période et il a pu financer ses charges de défense, ses charges de déplacement, et il a pu ainsi traverser le désert que Macron avait organisé pour lui. Franklin Nyamsi est traîné au tribunal par Emmanuel Macron, président de la République, qui passe par le gouvernement, c'est-à-dire par le ministre de l'économie, lequel ministre de l'économie appelle le procureur de Rouen en lui disant « Poursuivez M. Nyamsi », au motif que Franklin Nyamsi a bénéficié de la solidarité des Africains et que grâce à cette solidarité, il a pu survivre aux sanctions financières de Macron. Voilà le problème. Alors, la question est la suivante. Quel est le motif que le procureur trouve pour accuser Franklin Nyamsi? Le motif trouvé par le procureur, c'est l'abus de biens sociaux. Abus de confiance. Abus de confiance. Franklin Nyamsi est conduit le 12 avril 2023 en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen, et où il est soumis pendant 4 heures à un interrogatoire d'un officier de police, un capitaine de police. À l'issue des 3 heures d'interrogatoire, Franklin Nyamsi est relaxé. Il rentre chez lui. Et puis, le 10 octobre 2023, le procureur de Rouen en poste, qui s'appelle Madame Gérard, le 20 octobre 2023 exactement, écrivez la date, le 20 octobre 2023, le procureur de Rouen, qui s'appelle donc Madame Gérard, signe une décision de classement sans suite de la procédure qui avait été engagée contre Franklin Nyamsi.
le 20 octobre 2023, Madame Gérard, procureure de la République à Rouen, signe un document qui dit, et ce document-là, je vais le publier. Je vais le mettre à la disposition du public. Pour que Madame, comment elle s'appelle, Florence Richard de Jeune Afrique, le publie dans Jeune Afrique. Si elle est courageuse. Le document dit, l'affaire lancée par le ministère de l'économie et des finances contre Franklin Nyamsi. C'est-à-dire l'affaire lancée par Emmanuel Macron en personne contre Franklin Nyamsi. Cette affaire est classée sans suite. Écoutez le motif, parce que je vais publier le document, il faudra bien lire. Le motif est coché par Madame le procureur, Madame Gérard. Vous savez, le motif pour lequel elle classe la plainte sans suite, l'attaque de Macron sans suite, infraction insuffisamment caractérisée. Ça, c'était le 20 octobre 2023. Le procureur de Rouen dit à Macron, président de la République française, chef de l'exécutif, Monsieur Macron, vous ne pouvez pas faire prospérer cette poursuite contre Monsieur Nyamsi, parce qu'après avoir examiné tout ce que vous lui reprochez, à travers votre ministère des Finances et la cellule TRACFIN, Monsieur Nyamsi n'a pas commis d'infraction. Madame la procureure coche la case. Infraction insuffisamment caractérisée et elle classe l'affaire sans suite. Écrivez ça, vous tous qui êtes en direct de cette émission. J'ai l'obligation d'être transparent devant vous. Je ne peux pas incarner la lutte des Africains pour la vérité et la justice et être un voleur, un détourneur de quoi que ce soit, un abuseur de biens sociaux. Ce n'est pas possible. Si moi j'ai abusé de la confiance de quelqu'un, je n'ai pas le droit de me mettre devant vous et de parler de changer l'Afrique. Si moi je suis responsable d'abus de confiance, si je suis responsable de détournement de fonds publics, je n'ai pas titre à parler de politique. Et je parle de politique et je parlerai de politique parce que je n'ai abusé de la confiance de personne. Je n'ai détourné les biens de personne. Je n'ai fait de tort à personne. Je n'ai pas violé la loi. Madame la procureure, elle s'appelle Madame Gérard, conclut le 20 octobre 2023, il y a plus d'1 an, elle conclut que la plainte lancée contre Macron, par Macron contre Franklin Nyamsi, à travers le ministère de la Justice, que cette plainte n'est pas valable. Parce que l'infraction qu'on reproche à Franklin Nyamsi n'est pas suffisamment caractérisée. On ne peut pas l'accuser de quelque chose qui n'est pas prouvé. En effet, pour abuser de la confiance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se plaigne qu'il t'a confié son bien, vous vous étiez entendu sur l'usage que tu dois faire de son bien, et ensuite tu as détourné son bien vers un autre usage. Donc tu as abusé de sa confiance. Or, dans le cas d'espèce, il n'y a personne qui me porte plainte. Personne ne m'accuse d'avoir réceptionné quelque chose qu'il m'a donné et de l'avoir utilisé à une autre fin. Personne. On dit que l'association dont je suis le président est victime. Le problème, c'est que le président de l'association, selon les statuts, est le seul à pouvoir la défendre en justice. Moi, Franklin Nyamsi, président de l'association Cross Party pour Guillaume Soro, je n'ai pas porté plainte pour défendre mon association. Comment Emmanuel Macron, président de la République, et le ministre des Finances, qui agit sous sa responsabilité, peuvent-ils mieux défendre mon association dont je suis président que moi-même? Mieux, l'association que nous avons créée n'avait jusqu'ici que 2 membres, moi et le trésorier. Le trésorier s'appelle Souleymane Traoré, qu'on appelle encore, que vous connaissez, on l'appelle le bombardier B52, activiste, pro-Soro. Hein, vous connaissez Souleymane Traoré sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a accepté d'être le trésorier quand nous avons mis en place l'association. Et il mente sur Souleymane Traoré en disant qu'il ne savait pas qu'il était le trésorier. Souleymane Traoré existe, il est là. Soulé de Paris, comme on l'appelle, il est là. Il savait qu'il était le trésorier, mais qu'il allait être impliqué dans la gestion lorsque nous allions commencer à récupérer des cotisations, lorsqu'on allait commencer à prendre l'argent des gens en tant que membre de l'association. Parce qu'on est resté 2 membres avec un parrain de l'association, le président Guillaume Soro.
Et tous les fonds qui se sont retrouvés dans les comptes de l'association sont essentiellement faits de l'argent des dons, des 5 quêtes que nous avons organisées. Et quand nous avons fait les 5 quêtes, quand j'ai fait cette quête, j'ai précisé à qui ça bénéficie. J'ai donné les noms des bénéficiaires. L'association ne pouvait même pas revendiquer cet argent comme étant ses propres fonds. Non, l'association était juste ici dans une situation d'intermédiaire. Je collecte et je remets à la personne. C'est même la personne qui peut décider de dire « je laisse telle partie de mes dons à l'association parce que l'association m'a aidé à collecter ». C'est ce que j'ai fait. Moi, les Africains, vous qui êtes devant là, vous m'avez donné en 4 jours 34 000 euros. 2 fois 4 jours, vous m'avez donné 34 000 euros. Et j'ai publié un communiqué pour dire « c'est bon, ne donnez plus, c'est bon, ça suffit. Avec ça, je vais pouvoir faire face. » D'accord? Mais vous savez combien j'ai récupéré? Pour moi, dans les 34 000 euros, j'ai pris 28 000. J'ai laissé plus de 6 000 euros pour partager à d'autres personnes dans le besoin, pour que l'association aide quelqu'un d'autre. Moi, sur l'argent que vous m'avez donné là, je n'ai pas tout pris. J'ai laissé 6 000 pour aider d'autres personnes dans le besoin. Parce que l'association a été créée pour être un foyer de solidarité, un moyen de prospérité partagée. Et elle a aidé beaucoup de personnes, cette association, depuis qu'elle a été créée. Beaucoup de personnes ont bénéficié d'un soutien matériel de l'association. C'est pour cela que le président Guillaume Soro m'a donné instruction de créer cette association, pour que nous soyons en capacité de nous entraider, d'aider pour les causes justes. Et c'est ce que j'ai fait. Il est important que vous sachiez que cette association n'a pas perçu un seul euro, même pas 1 centime d'argent public français. C'est-à-dire que M. Macron et ses ministres ne peuvent pas nous reprocher de nous être amusés avec de l'argent public. Aucune subvention de la mairie de Mont-Saint-Aignan, ma commune d'habitation. Aucune subvention de la mairie de Rouen. Aucune subvention de la région. Aucune subvention de moindre ministère. On n'a même pas pris les cotisations des membres. C'est-à-dire que même mon trésorier, Souley Traoré, là, je n'ai pas récupéré ces cotisations. Je n'ai pas récupéré ces cotisations. En tant que président, puisque je gérais pour commencer d'abord simplement les collectes de dons, il m'est arrivé moi-même de prendre de mon argent sur mon salaire pour déposer dans le compte de l'association afin que celui-ci ne soit pas découvert. Et il y a la trace. Mais l'association n'a pas géré l'argent de quelqu'un. L'association n'a pas pris la subvention de quelqu'un. Si l'association recevait des subventions, elle serait obligée de rendre compte aux personnes morales, aux institutions qui subventionnent de l'usage qu'elle en fait. Je n'ai pas perçu de subvention, je n'en ai pas demandé. Donc la procureure, Madame Gérard, la procureure de Rouen, a donc décidé, en son âme et conscience, le 20 octobre 2023, que l'affaire devait être classée sans suite. Et depuis mon passage en garde à vue, le 12 avril 2023, plus personne ne m'a parlé de cette affaire. L'affaire a été réchauffée lorsque j'ai été convoqué le 10 septembre 2024. Je ne savais même pas pourquoi on me convoquait. Mes avocats ont demandé au capitaine de police de nous expliquer pourquoi on me convoquait. On craignait même que ce soit un guet-apens tendu par le régime Macron pour restreindre ma liberté de manière abusive. Et quand nous arrivons, nous tombons des nues, quand l'officier de police nous dit « l'affaire pour laquelle vous aviez déjà été entendu il y a 1 an et demi, c'est cette affaire-là, c'est pour cette affaire que vous êtes convoqué. » Donc, la question qui se pose très clairement, Madame la procureure de la République à Rouen, Madame Gérard, a dit « affaire sans suite » car infraction insuffisamment caractérisée. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un substitut du procureur, qui a été nommé seulement au mois de septembre au parquet de Rouen, qu'est-ce qui peut expliquer que lui, il relance l'affaire? Si on ne l'a pas nommé, pour qui s'occupe de moi? Celui qui a relancé l'affaire, c'était un substitut du procureur qui vient d'arriver au parquet de Rouen. Il n'a même pas 3 mois dans le poste. Et il a avoué devant le tribunal qu'il ne connaissait pas bien le dossier, qu'il n'a pas eu le temps de connaître le dossier. Il a avoué qu'il était incapable de convaincre l'assistance que j'ai commis une faute.
Il a avoué, pendant sa réquisition, il a avoué qu'on peut me reprocher une faute comptable. C'est parce que je ne suis pas venu avec le bilan de chaque exercice de l'association. Est-ce que ça, là, c'est le travail de la justice française, de veiller que les milliers, les centaines de milliers d'associations, là, viennent chacune au tribunal avec le bilan de leur comptabilité? Est-ce que j'ai été convoqué au tribunal parce que mon bilan comptable n'est pas complet? C'est pas pour ça que j'ai été convoqué au tribunal. On m'accuse d'abus de confiance. Abus de confiance, c'est très grave. Abus de confiance, c'est quelque chose qui peut vous valoir une peine d'emprisonnement et des amendes très lourdes. On demande à ce monsieur, prouver que monsieur Niamsi a abusé de la confiance. D'abord, de qui? Qui se plaint? Personne. Il n'y a pas de plaignant dans cette affaire. Vous dites, monsieur Niamsi a viré de l'argent du compte de l'association vers son compte. Monsieur Niamsi vous répond, moi, Franklin Niamsi, j'ai reçu 34 000 € de dons. Ça a été donné en mon nom. Je n'ai récupéré que 28 000 dedans. Dites que je suis un bon président d'association. Même quand les dons lui sont adressés à lui, il en laisse une bonne partie à son association pour que les dons qui lui sont adressés servent aux autres. Vous devriez me féliciter. Je devrais mériter une médaille de la République en termes de générosité et d'altruisme. Vous connaissez combien de personnes ici dehors, leurs amis leur donnent 34 000 €. Ils récupèrent 28 000 et ils laissent 6 000, plus de 6 000 € pour aider les autres. Vous connaissez combien de personnes qui feraient ça? On devrait me féliciter parce que je n'ai pas récupéré tout l'argent qu'on m'a donné. On devrait me féliciter, on a retracé tout ce que j'ai fait comme don en tant que président de l'association. Et on voit très bien que les dons là, ils étaient faits à des gens qui ne sont même pas pour l'essentiel des gens de ma famille. Mais comment c'est possible qu'une association de solidarité n'organise pas de repas, ne paye pas de resto? Une association de solidarité ne fasse pas de dons? Comment c'est possible qu'une association de solidarité ne paye pas de titres de transport, ne paye pas de carburant, quand les membres ou le président notamment se déplacent pour des réunions en rapport avec l'activité? Quelle est cette association où en réalité les membres payent pour l'association alors qu'ils sont en train de mener des activités associatives et qu'ils ont des fonds disponibles? Peu importe. Même quand vous allez regarder les dépenses que j'ai faites avec la carte bancaire de l'association, ou les dépenses que j'ai faites avec le chèque de l'association, les dépenses avec la carte bancaire et le chèque, ça n'atteint même pas 6 000 €. Or, l'association avait fait entrer près de 50 000 € au total. Donc, la procureure, Madame Gérard, le 20 octobre 2023, a dit « Laissez Franklin Niamsi tranquille, il n'a rien fait ». La grande question c'est, qu'est-ce que Franklin Niamsi a fait d'autre? Quel élément supplémentaire du dossier il y a eu pour que un substitut de procureur qui vient d'être nommé au mois de septembre, il nous a dit qu'il est arrivé au tribunal de Rouen, il est arrivé en poste au mois de septembre 2024, il n'était pas dans la région judiciaire de Normandie. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un monsieur qui ne connaît pas un dossier l'ouvre, le réouvre, alors que sa collègue a dit dossier clos? Eh bien, la seule explication possible de tout ceci, c'est l'injonction politique. 1, on le nomme, il arrive comme un cheveu dans la soupe, dans la juridiction. 2, il ouvre un dossier que sa collègue a fermé. Est-ce que d'abord c'est normal que lorsque le procureur, depuis 1 an, plus d'1 an, a fermé un dossier en disant clos, classement sans suite, est-ce que c'est normal qu'un autre procureur vienne derrière contester le travail de sa collègue? Et en disant, je ne connais pas bien le dossier, mais je l'ouvre. Vous l'ouvrez pourquoi? Si ce n'est pas une injonction politique. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire pour laquelle on m'a traîné le 28 novembre en justice. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, je n'ai pas détourné l'argent de quelqu'un. Personne ne me porte plainte. Il n'y a pas une personne qui me porte plainte. Celui qui veut absolument trouver un moyen de me coincer, de me priver de liberté, un moyen de me ruiner, c'est le président de la République française actuelle, M. Emmanuel Macron. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui instrumentalise le ministère de l'économie et des finances. Le ministère de l'économie et des finances instrumentalise le procureur. Le nouveau procureur, le substitut qui a été chargé de réouvrir le dossier. Parce que le précédent n'a pas obéi. Madame Gérard, la précédente procureure, a dit le droit. Elle a dit, M. Niamsi n'a pas commis d'infraction. Laissez-le.
c'est Emmanuel Macron, président de la République française, qui réactive le dossier contre moi. Et on sait pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres affaires. Et mes avocats, maître Njifutao Woshawa Boubek, maître Alexis Iou, maître Sylvain Senda, maître Babin, maître Balonga, ont amplement démontré devant le tribunal que je suis l'objet d'une véritable cabale de persécution en cascade. On me persécute aux aéroports de France depuis 5 ans. On m'a fermé pratiquement 4 comptes bancaires sans motif depuis 5 ans. On a à un moment donné arraché ma carte d'identité nationale française et mon passeport français de manière illégale. On a refusé de me les remettre à temps, m'empêchant même d'aller enterrer un de mes petits frères. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait? On m'a humilié aux aéroports. Même quand je revenais de vacances du Mali avec mes enfants, on m'a brutalement séparé de mes enfants mineurs. La petite Emma, que vous connaissez, Théo, son frère né. J'étais avec eux. Quand une policière est venue me séparer de mes enfants pour me mettre en garde à vue. M'arrêter. Et ensuite me relâcher au bout d'1 heure, après m'avoir humilié. Devant des enfants de 5 ans et 12 ans. Et quand nous partions en vacances au Mali, ils nous ont tous mis en garde à vue. Moi, madame et les 3 enfants qui étaient avec nous. Tous, on a été mis en garde à vue. Pendant pratiquement 45 minutes. Heureusement que je viens toujours au moins 4 heures avant l'heure du vol. Car je sais qu'ils vont me persécuter. Je sais qu'ils vont me retarder. Vous avez suivi comment, avec Ouattara, ils ont voulu me kidnapper aux portes de l'Angleterre. J'allais en Angleterre, ils m'ont retardé pendant plus d'1h30 au poste de police de la gare du Nord. J'ai loupé le train. Quand je suis arrivé au poste de police britannique, les Britanniques ont analysé mon dossier et m'ont informé que les autorités françaises m'ont fiché S, me traitant littéralement comme un terroriste, un individu dangereux. Les autorités britanniques ont demandé aux autorités françaises de leur dire qu'est-ce que Franklin Nyamsi, écrivain, philosophe, professeur de l'enseignement public, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un tel classement? Réponse française, RAS, rien à signaler. Voilà comment les autorités britanniques m'ont autorisé à entrer, m'ont permis d'entrer en territoire britannique. En disant, en Grande-Bretagne, on ne peut pas ficher quelqu'un S si cette personne n'a pas commis des actes. Si cette personne n'a pas attenté à la sécurité et à la paix. Si cette personne n'a pas effectivement fait quelque chose de condamnable par notre loi, nous, les Britanniques, nous ne pouvons pas ficher cette personne S. Donc, Monsieur Nyamsi, go your way. You can get inside England. Ils m'ont laissé passer. Et je suis allé, venu, je suis reparti et revenu. Et à chaque fois, quand j'arrive maintenant au poste frontière britannique, ils mettent toujours mon passeport et ils me disent, la notice rouge, les Français, elle est toujours sur vous. Mais nous n'avons toujours rien à vous reprocher, vous pouvez passer. Voilà les choses que j'ai vécues et que je vis ici. Donc, les avocats ont clairement montré que la réactivation de ce dossier judiciaire est l'expression d'une volonté politique incontestable. Et tout cela, Madame Richard, la journaliste de Jeune Afrique, était là. Elle écrit tout un article et elle ne revient pas sur l'argument fondamental, à savoir pourquoi un procureur vient-il ouvrir un dossier que son collègue a précédemment classé sans suite, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée. Il fallait voir le procureur, là, le substitut, celui qui est arrivé en septembre uniquement pour avoir ma peau. Il fallait le voir essayer de démontrer que j'ai commis une infraction. Il commence en disant, je sais que je ne serai pas capable de démontrer que M. Nyamsi est coupable. Je ne pourrai pas convaincre qui que ce soit ici. Bon, je vais quand même me contenter de montrer qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la comptabilité de l'association. Problème. Est-ce que Franklin Nyamsi a été traîné au tribunal pour dysfonctionnement dans la comptabilité de son association? Non. Franklin Nyamsi s'est-il plaint des problèmes de comptabilité de son association? Non. Ils sont 2 membres. Soulé de Paris, qui est le trésorier, Souleymane Traoré, s'est-il plaint? Non. Votre problème dedans là, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est que il y a M. Macron qui essaye d'utiliser la justice pour faire taire les voix dissidentes qui éveillent les Africains à une véritable relation de fraternité, d'égalité et de liberté partagée entre tous les peuples du monde. Franklin Nyamsi
Wa Cameroun, Wa Africa, a été mis sur la liste rouge de l'Élysée, comme étant un éveilleur de conscience africain. Il a été mis sur la liste rouge de l'Élysée. Parce que quand il parle sur TikTok, il y a 55 000 personnes qui le regardent en direct. C'était le cas hier. Il y a le nombre apparent de personnes que vous avez. Et quand j'ai fermé l'émission, hier, vous étiez sur TikTok, 55 000 en direct. En apparence, d'abord, c'était 2500. Mais le logiciel TikTok vous donne les personnes qui ont regardé votre émission en direct après coup, avec un chiffre assez exact. Comme Franklin Nyamsi a une voix qui porte, qui touche le cœur, les tripes des Africaines et des Africains du monde entier, un cœur et une voix qui sont capables de toucher les cœurs des Européennes, des Européens, des Américains, des Américaines, des Asiatiques, de tous les êtres humains épris de vérité et de justice, il faut trouver un moyen de le faire taire. Voilà le projet macronien. Détruire un philosophe. Faire taire Socrate. Faire taire Tahotep. Faire taire Ebussi Boulaga. Faire taire Kagemni. Il s'agit de faire taire Jean-Marie Adiafi Adé. Il s'agit de faire taire les bouches qui pensent. Il faut faire taire Youssouf Mbargane Guissé. Il faut faire taire ceux qui pensent. Voilà le projet de M. Macron. Tuer l'esprit. Faire qu'il n'y ait pas une voix africaine capable de répondre à tous les critères de l'exigence académique, de l'exigence universitaire, et de répondre à toutes les avanies de la dialectique médiatique, rhétorique, zététique, herméneutique. De faire trembler toutes les colonnes de ceux qui pensaient pouvoir tromper les Africains en jouant les grands sachants. Qu'est-ce que vous savez de plus que nous? Quelles écoles, quelles universités avez-vous faites mieux que nous? Quel grade avez-vous conquis que nous n'ayons point conquis? Moi, j'ai les meilleurs grades de la philosophie française. Même si, par inadvertance, vous m'enleviez mon poste de professeur, il sera dit que pendant 20 ans, je formais les jeunes Français. Et cela dans 3 universités françaises. Que je formais les jeunes Français dans une trentaine de lycées français. Cela pendant 20 ans. Vous ne pourrez pas l'effacer. Mes étudiants, mes élèves, africains au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, ne pourront pas accepter que vous disiez que je ne fus pas leur maître. L'homme, c'est son œuvre. Comme dit le président Laurent Gbagbo, quand un homme marche, il laisse des traces. Moi, j'ai mes traces. Ce sont mes ouvrages, ce sont mes conférences, ce sont les élèves et les étudiants que j'ai formés. Et qui le proclament, et qui le réclament, et qui s'en honorent. Que ce soit mes anciens élèves camerounais, ivoiriens, mes élèves maliens, mes élèves turcs, et que dire alors de mes élèves français? J'ai constamment reçu les honneurs et acclamations dus au maître. Vous ne pouvez pas effacer ça. Vous ne pouvez pas effacer. Voilà. Et donc vous ne pouvez pas prétendre que je n'aurai pas l'intelligence d'argumenter, de démontrer la fausseté du néocolonialisme français. J'en ai la capacité intellectuelle maximale. Vous ne pouvez pas me prendre en défaut sur un seul des arguments, une seule des causes que je défends. Montrez-moi que je n'ai pas le droit de demander le retrait des troupes françaises d'Afrique. Montrez-le-moi. Moi, j'ai des arguments pour. C'est une présence néocolonialiste, en prolongation de la présence colonialiste, de la présence négrière. Voilà pourquoi elle doit prendre fin. Sans exception, il n'y a rien à négocier dessus. Vous ramenez les soldats français en France. Et ce ne sera que justice. Montrez-moi qu'en tant qu'intellectuel, je n'ai pas à contester l'immixtion des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Le soutien aux pires dictatures. Montrez-moi que je n'ai pas le droit. Montrez-moi qu'intellectuellement, scientifiquement parlant, je ne peux pas dénoncer le franc CFA comme étant une monnaie néocoloniale et une escroquerie financière exponentielle. Montrez-moi cela, alors que j'ai les aveux de M. Chirac, confirmant que c'est de l'exploitation inique de l'Afrique, que se sont engorgés les coffres-forts d'Occident et de France, notamment, depuis plus de 6 siècles. Ce sont les mots de Jacques Chirac, 2 fois élu président des Français. Montrez-moi que je n'ai pas le droit d'appeler à la renaissance culturelle africaine et à la recherche d'archétypes, de modèles, de paradigmes africains pour les institutions africaines, à partir de la réforme linguistique et de la réimmersion dans l'histoire traditionnelle longue de l'Afrique. Montrez-moi que c'est un projet scientifiquement injustifié, et discutons-en. Mais pourquoi vouloir buter le messager alors que vous ne pouvez pas stopper le message?
À quoi sert-il de vouloir éliminer le messager alors que le message vous dépasse? Vous ne pouvez pas vaincre le message. Le message est plus fort que vous. Au moment où on me persécutait encore, là, à Rouen, le Tchad portait l'estocade à l'occupation militaire. Eh bien, néocolonialiste français sur son sol. À peine avais-je fini de rentrer du tribunal de Rouen que même le Sénégal, pays dirigé par ceux que j'appelle à juste titre des aventuriers ambigus, portait un bon coup de canif dans la domination. En disant, est-ce que vous accepteriez que des militaires sénégalais paradent avec des chars et des canons en France? Mais je vous rappelle que l'argument du président Bassirou Diomaye Faye est une photocopie. Il aurait dû me citer, il aurait dû mettre entre guillemets, comme le disait le docteur Franklin Nyamsi, ou à Cameroun, ou à Sénégal, ou à Afrique. Tout son argument est une répétition, eh bien, de la formulation incisive, rhétorique et dialectique de mes démonstrations. Ceux qui écoutent mes conférences depuis des années savent que M. Bassirou Diomaye Faye s'y est nourri pour parler comme il a parlé devant le journaliste. Parce que c'est un argument direct. Vous voulez avoir des bases militaires dans le pays des gens, donner une place dans votre pays pour leurs bases militaires. C'est aussi simple et élémentaire que cela. Ça s'appelle la logique de la réciprocité, la logique du respect mutuel, la logique de l'égalité. Comme le disait Henri Estienne, courtoisie qui ne vient que d'un côté ne peut longuement durer. C'est tout le temps vous qui avez les bases militaires chez les autres. Mais permettez donc aussi aux autres d'avoir des bases militaires chez vous. Vous allez voir si c'est drôle. Vous allez voir si c'est marrant. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a encore des gens qui méprisent les Africains dans tous les autres continents, c'est parce que les Africains ne défendent pas leur dignité, leur souveraineté. C'est parce que les Africains ne revendiquent pas un traitement égalitaire avec les autres hommes, qu'on pense que les Africains eux-mêmes savent qu'ils sont des sous-hommes. Les Africains qui baissent le froc, qui baissent la tête, les Africains qui acceptent d'être méprisés, sont les principaux responsables de la situation dans laquelle le continent se trouve. Ce n'est pas tant celui qui méprise l'Africain qui est en tort que l'Africain qui se laisse mépriser. Car quand tu te négliges, mais on va te négliger. Quand tu te donnes à celui qui te chosifie, tu seras encore doublement chosifié. Donc, maintenant, Madame Florence Richard, elle a choisi de faire quoi? Je vais regarder son article. Elle est envoyée par Jeune Afrique. Elle est envoyée par Jeune Afrique pour, eh bien, pour aborder ma situation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Richard? Je vais vous trouver son projet. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Permettez-moi juste de m'envoyer sa littérature. Excusez-moi mes chers amis. Je m'envoie juste sa littérature sur l'un de mes mails. De telle façon que je puisse l'ouvrir. Voilà. Que je puisse l'ouvrir devant moi sur le grand ordinateur. Donc ici, je peux donc revenir. Continuez à partager l'émission, s'il vous plaît. Je reviens ici. Dans la boîte de réception, normalement, je vais la voir. Voilà. Là, je l'ai. J'ouvre l'article de Madame... Voilà, j'ouvre l'article de Madame Florence Richard. Elle intitule l'article « Les curieuses dépenses de Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro ». Donc déjà, l'objectif de l'article, c'est de me présenter comme quelqu'un qui fait un usage indélicat de l'argent. Mais les dépenses de Franklin Nyamsi, en quoi c'est le problème de Jeune Afrique? Est-ce que Franklin Nyamsi, comme être humain, n'a pas le droit de faire des dépenses? Qui d'entre nous ne fait pas des dépenses? Et qui a le droit de formuler des observations sur les dépenses de l'individu Franklin Nyamsi à propos de revenus qui lui appartiennent? Parce que si j'étais, je ne sais pas, chef de l'État, si j'étais président, si j'étais premier ministre d'un État, si j'étais ministre, peut-être que là on pourrait s'intéresser à mes dépenses pour se demander si ces dépenses ne sont pas déterminées par mon statut
de président de la République, de premier ministre, de ministre. Bref, par mon statut de quelqu'un qui détient du pouvoir politique, du pouvoir public et qui gère des budgets publics. Dans le cas de Franklin Nyamsi, il est professeur de philosophie et président d'une association. En quoi ces dépenses sont-elles curieuses? Est-ce que Mme Richard et Jeune Afrique sont membres de l'association Croche Party de Paris pour Guillaume Soro? Vous voyez déjà, le titre est une moquerie. Moi, je ne cherche pas à savoir si Mme Florence Richard a acheté des serviettes ce week-end. Et je n'ai pas à qualifier ces achats à elle de curieux. Je ne cherche pas à savoir si Mme Richard appartient à une association qui a acheté éventuellement, je ne sais pas, du lait. Ou une association qui a offert des œufs. C'est pas mon affaire. Déjà, vous voyez, Jeune Afrique parle de mes curieuses dépenses. Mais en quoi mes dépenses, si ce sont vraiment mes dépenses, et si ces dépenses sont faites avec mon argent, en quoi cela est un sujet pour la presse? Je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas homme d'affaires. Je ne suis pas inscrit ici en France dans le registre des hommes riches. Je ne suis pas une grosse fortune de France, ni d'Afrique. En quoi mes dépenses doivent intéresser Jeune Afrique? Eh bien, leur seul objectif, c'est de trouver un moyen de me salir. Parce que je défends l'émancipation de l'Afrique, il faut essayer de me présenter comme un voleur, comme un voyou, de grand chemin, afin de détruire mon image morale, mon image vertueuse, qui est en réalité mon image réelle, car je suis réellement celui qui est devant vous, et de me présenter comme un pourri, comme eux, les journalistes à gages de Jeune Afrique. Ceux-là qui font des reportages en fonction de la tête du client, depuis plus de 30 ans, et c'est connu. Bon, jugé devant le tribunal correctionnel de Rouen en France pour, entre guillemets, abus de confiance. Le conseiller de Guillaume Soro, par ailleurs fervent soutien de l'Alliance des États du Sahel, a cherché à faire de cette audience une tribune politique. Le parquet a requis 6 mois de sursis, de prison avec sursis. Voilà le chapeau de l'article. Donc, en fait, on comprend pourquoi il s'attaque à moi. Ce qui intéresse Mme Richard, ce n'est pas l'accusation qui est formulée contre moi. Ce qui l'intéresse, c'est en me salissant, de salir le président Guillaume Soro. En me salissant et en salissant le président Guillaume Soro, qui a, avec le mouvement GPS, demandé le retrait pacifique des troupes françaises du sol ivoirien, il s'agit de salir l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire, eh bien, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Parce que cette alliance-là est défendue par votre serviteur. C'est une alliance que notre mouvement ivoirien GPS défend. Et c'est une alliance qui est la plus aimée des Africains. Donc vous voyez, Mme Richard, pour Jeune Afrique, a fait le déplacement de Rouen pour faire d'une pierre 3 coups. En frappant Franklin Nyamsi, pourfendeur de la France-Afrique, alors que Jeune Afrique, c'est un journal de la France-Afrique, on en profitera pour frapper Guillaume Soro, dont le mouvement a demandé le retrait des troupes françaises du sol ivoirien. On en profitera pour frapper au passage les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. Ainsi, on aura fait d'une pierre 3 coups. Voilà pourquoi madame s'est déplacée. Parce que le fond du problème, elle ne va jamais l'évoquer. Je vous ai exposé le fond du problème avant. Le fond du problème est le suivant. La procureure, madame Gérard, procureure de Rouen, a dit le 20 octobre 2023 que l'accusation du gouvernement Macron contre moi était classée sans suite parce qu'elle n'avait pas été suffisamment caractérisée. L'infraction n'a pas été prouvée. Madame Richard devait se poser la question suivante. Pourquoi un substitut du procureur, fraîchement arrivé au tribunal correctionnel de Rouen, décide-t-il d'ouvrir un dossier que sa collègue avait fermé afin de poursuivre M. Franklin Nyamsi? Qu'est-ce qui peut expliquer cette rupture de la doctrine du ministère public contre M. Franklin Nyamsi? Jamais Mme Richard ne pose la question. Son problème, c'est de trouver tout ce qui peut salir Nyamsi, salir Guillaume Soro, salir l'AES. C'est ça le but de l'article. Le chapeau est précis. Et Jeune Afrique n'a pas été écrit par hasard, par nos soins. Jeune Afrique. Afrique A, avec accent, et puis fric, F-R-I-C. Il s'agit de nous faire porter le portrait robot de leur propre journal, connu pour être, dans ses travaux, proportionné eh bien, à ce que le client donne. On avance.
Au bout du compte, c'était intéressant pour la journaliste de Jeune Afrique, bien sûr, d'assister éventuellement à mon arrestation et à mon emportement, à mon entrée en détention. Ça, c'est l'image que la presse de la France-Afrique aimerait voir. Ils ne rêvent que de cela parce que, puisque je suis un éveilleur de conscience qu'ils considèrent comme une pièce maîtresse, eh bien, de la lutte africaine pour la souveraineté, m'humilier par un motif infamant, un motif tellement bas et vilain, comme l'abus de confiance. M'humilier de cette façon-là, ça serait vraiment le jackpot. Il y aurait une fête dans tous les palais de la France-Afrique. Je ne peux pas vous dire le nombre de côtelettes de porc et de bouteilles de vin rouge qu'Alassane Dramane Ouattara avalerait en pareil cas. Ce serait vraiment une bombance totale. L'idée que Franklin Nyamsi soit mis littéralement comme une clé sous le paillasson. Elle commence. Connu pour ses longues diatribes contre la politique française en Afrique, qu'il poste régulièrement sur ses réseaux sociaux, Franklin Nyamsi était jugé ce jeudi 28 novembre par le tribunal correctionnel de Rouen pour, entre guillemets, abus de confiance au préjudice de l'association Croche Parti de Paris de Guillaume Soro qu'il préside et dont le siège social est basé à son domicile situé dans une commune de Seine-Maritime. Vous avez vu l'incongruité du premier paragraphe? D'abord, Madame Florence Richard vous dit pourquoi Emmanuel Macron me persécute. C'est parce que je suis quelqu'un qui donne un enseignement citoyen long sur les réseaux sociaux. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Je viens pour enseigner la liberté à mon peuple. La vérité, la justice. Je viens pour éveiller mon peuple. Je suis connu pour ça. Il m'arrive de me tenir ici devant vous. Je donne une conférence pendant 3 heures non-stop. Il y a 100 000 personnes en direct. Et vos propres commentaires sur la conférence disent « Je n'ai pas vu passer le temps ». C'est vrai ou c'est faux? On m'en veut pour ça. Vous voyez comment la France-Afrique me décrit? L'homme qui est connu pour ses longues diatribes contre la politique française en Afrique. Longue. Mais pourquoi je suis long? Mais parce que je suis là pour faire prendre profondément conscience. Je n'interviens pas pour faire le buzz. Je n'interviens pas pour le nombre de vues. J'interviens pour faire comprendre la complexité des situations humaines. J'interviens sur les réseaux sociaux pour enseigner la liberté à mon peuple, la vérité que je peux saisir à mon peuple, pour donner un sens profond de la justice à ceux qui m'écoutent. Voilà pourquoi je ne compte pas mon temps quand je m'adresse aux Africaines et aux Africains. Car je sais que moi, ma mission, c'est le travail en profondeur. Moi, je travaille en profondeur. Beaucoup de mes amis, qui m'aiment beaucoup, m'ont souvent demandé de raccourcir mes émissions parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent. D'autres me disent de raccourcir parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que les données numériques coûtent cher. D'autres me demandent de raccourcir parce qu'ils ne comprennent pas toujours. Il faudrait que je leur dise facilement, en très peu de mots, tout ce que je sais et qu'on passe. J'ai répondu à tous mes amis que je les comprends. Les problèmes qu'ils posent, problèmes de temps, problèmes d'argent et problèmes de compréhension sont légitimes. Mais que moi, ma mission, c'est d'enseigner en profondeur, c'est de ne pas compter le temps. Nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux à intervenir pour l'éveil des Africains. Il y en a qui parlent en 10 minutes. Si vous ne pouvez pas m'écouter parce que je parle en 3 heures, écoutez-les. Il y en a qui parlent en 3 minutes. Si vous ne pouvez pas m'écouter parce que moi je parle en 1 heure, 1h30, écoutez ceux qui parlent en 3 minutes. Un jour viendra où les circonstances vous permettront peut-être de m'écouter et donc de vous installer à l'université de l'Afrique des libertés. Moi, je donne un enseignement citoyen de niveau universitaire. Ceux qui assistent à mes conférences reçoivent les conférences d'un docteur de l'université, professeur agrégé de philosophie de formation. D'accord? Enseignant depuis ses 21 ans. Donc, quelqu'un qui a le niveau et la compétence de sa compétence. Parce que pour vous tenir pendant 3 heures et parler de quelque chose aux gens, il vous faut en savoir. Ce n'est pas donné. Donc, je comprends ceux qui, pour les raisons que j'ai évoquées, ne peuvent pas participer pleinement à mes conférences. Ils sont empêchés par le temps, ils sont empêchés par l'argent. Mais je crois que mes conférences, mes livres, seront un jour utiles, même à ceux qui n'ont pas eu le temps.
Tu n'as pas le temps maintenant, mais qui sait, demain tu auras peut-être le temps. Et tu pourras te connecter sur l'Université libre de l'Afrique des libertés, sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, YouTube, sur Facebook, et on va vers l'Internet africain où nous aurons nos plateformes. Tu pourras peut-être trouver un jour du temps pour lire un ou deux de mes livres, et tu verras à quoi a servi mon ministère. Nous sommes complémentaires. Ceux qui parlent brièvement, vous les préférez, écoutez-les. Ne demandez pas aux gens de renoncer à leur nature profonde, de renoncer à leur spécificité, pour en réalité remplir votre spécificité. Prenez les gens comme ils sont. Moi, je respecte ceux qui parlent 5 minutes, 10 minutes, chacun fait ce qu'il peut. Je respecte ceux qui peuvent rester pendant 2 heures ou 3 heures, comme je respecte ceux qui ne peuvent rester que 3 minutes ou 10 minutes. On m'en veut parce que vous m'écoutez longuement. Alors qu'au début, les gens pensaient que parce que je suis long, je ne serais pas suivi. Ils ont mal au cœur parce que malgré que je sois donc long, je fais des longues diatribes, je suis suivi. Les grands leaders de l'histoire ont toujours pris le temps d'enseigner longuement. Allez vérifier. Vous n'auriez pas les évangiles si le Christ ne prenait pas le temps. Si Paul, Jean, Luc, Matthieu ne prenaient pas le temps, vous n'auriez pas les évangiles. C'est clair? Vous n'auriez pas toute la philosophie, de Platon ou de Socrate s'ils n'avaient pas pris le temps d'enseigner et de développer et de faire transmettre. Donc je sais ce que je fais. C'est reconnu ici. Alors, Franklin Nyamsi est jugé pour abus de confiance au préjudice de l'association Croche Parti de Paris de Guillaume Soro. Donc, Madame Florence Richard reconnaît qu'on m'accuse d'avoir abusé de la confiance de l'association. Donc, moi, je suis le président. C'est moi le président. Et les statuts de l'association disent que le seul à pouvoir défendre cette association contre un abus, c'est moi. Donc, dès le premier paragraphe même de l'article de Jeune Afrique, on voit le caractère superficiel de l'accusation qui est faite contre moi. Elle écrit elle-même au préjudice de l'association Croche Parti de Paris de Guillaume Soro. Le problème, c'est que cette association, elle est domiciliée ici. Le président, c'est lui qui est devant vous. Je ne me suis pas plaint. On est 2 membres enregistrés de l'association. Moi, Franklin Nyamsi wa Cameroun, et Souleymane Traoré, dit Soulé de Paris. Aucun d'entre nous n'a porté plainte contre qui que ce soit, contre l'association. Le problème, c'est qui a donc un préjudice? Il y a quel problème? Si l'association avait reçu l'argent public français sous forme de subvention, on comprendrait que le procureur, le ministère de l'économie et des finances s'en mêle. Mais même là, rien. Qui est la victime? Voici le président de l'association Croche Parti de Paris. Et moi, je demande à mes avocats, je vais porter plainte contre, le procureur, parce que le procureur dit que mon association est victime de quelque chose dont elle n'est pas victime. Je vais me porter partie civile dans cette affaire, si ça continue. Je serai partie civile dans cette affaire. Comment je peux être président d'une association? Je ne me suis pas plaint. Il y a un procureur qui arrive, ça fait 3 mois à Rouen, lui il se plaint. Quel est son problème dedans? Est-ce qu'il y a eu un problème dans mon association pour qu'il vienne se plaindre? Qui s'est plaint? Pas moi, pas mon trésorier, personne. Pourquoi? Madame Richard, si elle était quelqu'un de vraiment honnête, elle commencerait par dire un motif tiré par les cheveux, fabriqué par le ministère de l'économie et des finances, fabriqué par le régime d'Emmanuel Macron, pour mettre un terme à l'activité de ce pourfendeur de la France-Afrique. Là, son chapeau là commencerait bien. Mais elle n'a pas le courage de la vérité. Il lui faut noyer le poisson. L'activiste, deuxième paragraphe, né en 1972 au Cameroun et résident en France depuis 2002. C'est faux. Je ne réside pas en France depuis 2002. Je réside en France depuis 2000. 2000. Juillet 2000. Fervent soutien des régimes militaires au Sahel. Non. Fervent soutien des régimes panafricanistes révolutionnaires du Sahel. A d'emblée rejeté cette accusation, assurant avoir agi en toute sincérité, en toute probité. Citation. Voici 5 ans que je suis persécuté, on cherche à me faire taire, à m'écraser, a-t-il affirmé debout face au juge, dans une petite salle comble, dont la majorité des sièges étaient occupés par des personnes venues le soutenir. Mais écoutez, est-ce que la salle dans laquelle nous étions était petite? Vous voyez la jalousie de Jeune Afrique? Florence Richard ne veut pas dire que j'étais dans une grande salle comble, que les Africains ont rempli la salle
et qu'il n'y avait même plus de place assise. Beaucoup des Africains venus soutenir votre serviteur ont dû attendre dehors parce que toutes les places assises dans le tribunal ont été prises. Et ce n'était pas une petite salle, c'était une grande salle. D'ailleurs, elle avait été choisie pour que moi et mes 5 avocats, nous nous retrouvions isolés et qu'il soit vu que j'étais abandonné. Oh que nenni! Les Africains remplirent la salle à bloc. Et beaucoup d'Africains se mirent à attendre pendant pratiquement toute l'après-midi, depuis 13 heures que nous étions arrivés au tribunal, jusqu'à 18 heures, ils attendaient dehors que je sorte. Au lieu de souligner cette ferveur, cette mobilisation africaine, autour du serviteur de l'Afrique des libertés, madame essaye de dire que c'était une petite salle qui a été comblée. Vous voyez comment les gens sont jaloux et mauvais? C'était une petite salle comble, petite salle comble. C'est l'une des plus grandes salles du tribunal correctionnel. Il est très rare qu'un prévenu soit capable de la remplir. Très rare. C'est une salle grande, large, vaste. Avec pratiquement, j'ai compté pratiquement une dizaine de rangées de chaque côté. Une dizaine de longues rangées de chaises de chaque côté. Un passage au milieu et 2 passages sur les côtés. Ce n'est pas une petite salle du tout. Regardez vous-même les images. Est-ce une petite salle? Une petite salle, ça devrait être une salle qui a la taille, ne serait-ce que de mon bureau et peut-être du salon à côté. On dirait petite salle pour ça, mais pas pour celle où j'étais. C'était une grande salle, très imposante. Et je vous le dis, c'était la première fois que je me retrouvais moi à la barre. J'avais déjà été dans les tribunaux, voir les procès d'autres personnes. Mais là, c'est moi qui étais à la barre. Bon, Madame Richard, au lieu de s'intéresser aux preuves de la persécution, elle ne les évoque pas dans son article. Quelles sont les preuves que je suis persécuté? Il faudrait qu'elle les cite. Harcèlement aux aéroports, fermeture de compte bancaire. Elle pouvait venir vers moi et puis on lui donnait les preuves. Fermeture abusive de compte bancaire, rétention abusive de pièces d'identité officielles, garde à vue intempestive lors des entrées et sorties du territoire français, harcèlement médiatique avec la tentative de me présenter comme un agent de Moscou, tentative qui a été menée par France 24 et RFI. Tout le monde a vu ça. Voilà des preuves que je suis persécuté. Suspension, exclusion de fonction pendant plus de 3 mois. Avec privation de salaire pour un père de famille, avec des enfants en bas âge. Ce sont des faits. Donc, madame dit que je suis persécuté, mais elle n'a pas le courage de citer les faits que j'ai énoncés en soutien de cette thèse. Pourtant, mes avocats ont égrené ces faits. Aucun, en dehors du fichage S à la limite, aucun de ces faits n'est égrené par madame Richard. Parce que Florence Richard ne veut pas reconnaître l'évidence. Le caractère politique du procès qui m'a été opposé. Et elle continue, eh bien, son article superficiel. L'audience qui aura duré un peu plus de 2 heures a pris par moments des allures de tribune politique, ses avocats dénonçant une chasse aux sorcières. Mais où sont les preuves de la chasse aux sorcières? Les avocats les ont données, elle ne les cite pas. L'audience n'a pas duré simplement 2 heures. Nous, on était là depuis 13 heures. Depuis 13 heures, on était là. Il y a eu certes des affaires qui ont été examinées avant la nôtre. Mais nous sommes entrés à 13 heures, nous sommes sortis à 18 heures de cet endroit. C'est de 13 à 18 au moins. Soit pratiquement 6 heures de temps. Que nous avons été, eh bien, astreints à rester là. Et pour madame Florence Richard, ça paraît une très courte chose. Mais moi, ça fait 5 ans qu'on me traîne comme ça. J'ai été dans des conseils de discipline qui prennent une journée entière. J'ai été dans des gardes à vue de plus de 3 heures. J'ai été mis dans des salles, eh bien, de garde à vue d'aéroport, parfois pendant plus de 7 heures de temps, comme par exemple à la gare du Nord. Donc, de quoi parle-t-on? Elle n'a même pas cherché à vérifier les preuves qui pourtant ont été énoncées dans le tribunal. Elle essaye de présenter la persécution que je subis comme une hallucination. Et un peu comme ce procureur qui m'a manqué de respect en osant prétendre que je suis paranoïaque. Oui, c'est par paranoïa que j'ai perdu 3 mois de salaire.
et 3 mois de retraite. Oui, c'est par paranoïa qu'on me met en garde à vue aux aéroports. Je m'arrête tout seul. Et je loupe les avions. Oui, c'est par paranoïa que on ferme tous mes comptes bancaires. Et je me retrouve obligé d'aller à la Banque de France obtenir un compte bancaire obligatoire. C'est par paranoïa. C'est par paranoïa que je demande le renouvellement de mon passeport et de ma pièce d'identité française au mois de mai. On refuse de me les rendre, alors que tout cela a déjà été fabriqué au plus tard le 12 juillet. On confisque tout cela. Il faut que mon avocat porte plainte pour qu'on me les donne en septembre, soit 4 mois plus tard. Alors que des gens qui sont venus après moi les ont reçus au bout de 2 semaines. Je suis dans la paranoïa. Je suis dans la persécution imaginaire dont nous parle Madame Richard. Vous voyez comment ces gens sont méchants? Ils se déplacent pour mentir sur d'innocentes victimes de l'injustice. Vous voyez? Alors, paragraphe suivant. Entre 2019 et 2022, Franklin Nyamsi, professeur de philosophie dans un lycée normand, a ouvert 5 cagnottes participatives en ligne dont les fonds ont alimenté le compte de son association fondée, selon ses statuts, pour mobiliser des citoyennes et citoyens de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier autour des idéaux de lutte contre les discriminations, pour l'état de droit, la démocratie, la prospérité partagée, des idéaux chers au président ivoirien Guillaume Kibafouri Soro, au leader ivoirien Guillaume Kibafouri Soro, dont il est le conseiller. Non. Moi, depuis pratiquement 2005, non, depuis 2003, j'ai enseigné la philosophie en lycée, et depuis 2005, en lycée et en université. De manière continue en France. En lycée et en université, madame. Et cela n'a pris fin qu'à partir de 2022 pour l'université, quand M. Macron m'a fait enlever mon service en université. Provoquant ainsi une réduction de mon salaire de pratiquement 40%. Si vous vous approchez de la réalité, c'est ce que vous deviez dire. Que M. Macron a tapé à mon portefeuille. J'ai fondé une classe préparatoire au métier et bien de l'enseignement, où j'assurais un enseignement universitaire et qui me rapportait pratiquement l'équivalent de 40% de mon salaire. J'ai assuré aux universités de Poitiers, de l'île 3, dont je suis docteur, à l'université de Rouen, une décennie de charges de cours. Et elle se poursuivait en complément de mon service principal de professeur agrégé. Elle se poursuivait quand M. Macron m'est tombé dessus et a coupé dans ma fiche de paye. C'est lui qui l'a fait. Parce que son ambition, c'est de me transformer en clochard. Parce que je critique la politique africaine de la France. Si vous aviez un peu de jugeote, vous vous seriez arrêté pour en savoir plus avant d'écrire ce navet que vous appelez article de presse, Madame Richard. C'est un navet, ça ne vaut rien. Les normes élémentaires de la formation journalistique ne sont pas respectées. Elles ne sont pas respectées. Aucune enquête sérieuse. Aucune enquête sérieuse. Alors, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne condamné par contumace en 2021 à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État est aujourd'hui en exil. Quel est l'intérêt d'essayer de rappeler ces accusations infamantes d'Alassane Dramane Ouattara contre l'innocent Guillaume Kibafouri Soro, si ce n'est de vouloir nous présenter tous comme des individus bons pour la prison en perpétuité. Vous voyez la stratégie de Jeune Afrique? On prend un mensonge, on le colle à un autre mensonge et on espère fabriquer une réalité avec tout ça. Alassane Ouattara condamne Guillaume Soro à perpétuité. Pourquoi? Il le condamne parce que Guillaume Soro ne lui a pas fait de coup d'État. Je recommence. Alassane Ouattara a fait condamner le leader ivoirien Guillaume Soro à perpétuité, justement parce que Guillaume Soro ne lui a pas fait de coup d'État. Si Guillaume Soro lui avait fait un coup d'État, lui, Ouattara, il n'aurait pas condamné Guillaume Soro. Je m'explique. Guillaume Soro a été chef de la rébellion ivoirienne à partir de 2002 jusqu'en 2007. Et cette rébellion, il l'a faite pour Ouattara. Plusieurs fois, quand il était chef de la rébellion, il avait physiquement accès à Ouattara. Et s'il voulait l'éliminer,
pour prendre le patronat absolu de la résistance contre le régime de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro aurait disposé de la vie de Ouattara. Il ne l'a pas fait. Ça fait un. Guillaume Soro a été, après l'accord de Ouagadougou de mars 2007, il est devenu Premier ministre de Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo, président de la République. Il a acquis du pouvoir et de la surface sur le pays. Il pouvait, dans cette période-là, pensant à un avenir lointain et éventuellement à une querelle de leadership politique dans ce qu'on appelle le Grand Nord de la Côte d'Ivoire, il aurait pu décider d'éliminer Ouattara dans cette période. Guillaume Soro ne l'a pas fait. Quand a éclaté la crise post-électorale de 2010-2011, Guillaume Soro était le Premier ministre du président Laurent Gbagbo. Il a pris fait et cause pour Ouattara. Et en tant que Premier ministre, ministre de la Défense nommé par Ouattara, il a aidé Ouattara avec le soutien de la France et de l'ONU à exercer le pouvoir. Dans cette période-là, Guillaume Soro habitait l'hôtel du Golfe. Ouattara vivait sous la protection des hommes de Guillaume Soro. Si Guillaume Soro voulait éliminer Ouattara là, il l'aurait éliminé à l'hôtel du Golfe et puis à rien. Une bonne partie de la Côte d'Ivoire aurait dansé. Donc, je vous donne là un ensemble de situations dans lesquelles, si Guillaume Soro voulait renverser, écraser Alassane Ouattara, il l'aurait fait. Et même pour la consolidation du pouvoir d'Alassane Ouattara. Dans la période qui va, mettons, on va dire de 2011 jusqu'à pratiquement 2013. On a même vu ça jusqu'en 2017. Alassane Ouattara comptait sur Guillaume Soro pour l'aider à stabiliser la troupe. En raison du charisme naturel du camarade Bogota. Vous avez vu quand il y a eu la mutinerie des militaires des 8400 ou 8600 qui demandaient leur prime. C'est Guillaume Soro qui a mis Alassane Ouattara en confiance pour que celui-ci revienne en Côte d'Ivoire en janvier 2017. C'est Guillaume Soro qui s'en va chercher Alassane Ouattara à l'aéroport et l'amène en lui disant « Président, n'aie pas peur. Ça va aller. » Donc, c'est un homme qui, dans la séquence qui va de 2002, mettons à 2017, avait une telle influence sur l'appareil de défense et de sécurité que s'il voulait faire un coup d'État à Ouattara, il aurait été imparable. Mais Guillaume Soro n'a pas fait de coup d'État contre Alassane Ouattara. Je suis le conseiller spécial du président Guillaume Soro depuis 2012. Je connais le président Guillaume Soro comme leader syndical depuis 1995. Ça fait pratiquement maintenant l'équivalent de 29 à 30 ans que je connais ce monsieur. S'il voulait faire un coup d'État à Ouattara là, il aurait réussi. Car il en a eu l'opportunité et il n'y a même pas pensé. Donc quand Madame Florence Richard, dans cet article, utilise les condamnations farfelues de Ouattara pour venir tenter de légitimer le projet que Macron a, d'instrumentaliser la justice en France pour me faire condamner, Madame Florence Richard et le journal Jeune Afrique confirment leur statut de torchon de presse. Le mensonge de Ouattara, ajouté au mensonge de Macron, ne feront jamais une vérité. Mensonge plus mensonge égale mensonge plus. Ça ne donne jamais la vérité. Une addition de mensonges n'aboutit jamais à fabriquer une seule vérité, mais simplement un monceau de mensonges. Maintenant, Madame revient sur le sujet central. On est vers la fin de son article. Sur ces 5 cagnottes, la première avait donc pour but d'organiser le déplacement de ce dernier, Guillaume Soro, à Paris. 2 autres devaient servir à soutenir financièrement le professeur, le surnom que lui donnent ses soutiens. Et les 2 dernières étaient destinées à des œuvres au Cameroun. Au total, un peu plus de 50 000 € ont été récoltés. Non, les gens ne me donnent pas le surnom de professeur. Moi, je suis professeur depuis mes 21 ans. Ce n'est pas un surnom. C'est ma profession, c'est mon métier. Pourquoi devrais-je en avoir honte? Je ne suis rien d'autre que professeur. C'est ça ma raison sociale à la base. Madame, je suis docteur de l'université et titulaire de l'agrégation française de philosophie. J'ai enseigné pendant 10 ans dans mon pays natal.
le Cameroun, 5 ans, et dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, 5 ans. Avant de m'installer en France en 2000, où j'enseigne depuis plus de 20 ans. Ça fait 30 ans de carrière, Madame Richard. Professeur n'est pas un surnom. C'est tout à fait mon métier. Et ce n'est pas la France qui me l'a donné. Le statut de professeur ne m'a pas été donné par la France. Comme certains ont tenté de me faire des procès pour dire que j'utilise mes grades de professeur dans les réseaux sociaux. Je ne les utilise pas. Je n'en ai pas besoin sur les réseaux sociaux. Je suis naturellement, ontologiquement, mais je suis professeur même depuis mes 3 ans. Si vous voulez, il y a une histoire mythologique de mon accès au métier de professeur. C'est que la première fois que je suis allé à l'école, j'ai été installé sur la table du maître. Le premier banc dans lequel je me suis assis à l'école, c'était la table de mon maître, Monsieur François Nyabo, à l'école privée laïque de Kondi. Moi, je n'ai pas fait d'école maternelle. J'avais 3 ans quand j'ai commencé l'école dans la classe de CP pour suivre ma sœur aînée, Dora Nyamsi, qui est à Douala. Ma mère m'avait déposé dans la classe parce qu'elle allait au marché. Elle a demandé au maître de permettre que je reste dans la classe où il y avait ma sœur et ma cousine, Robas Suzanne. Elles étaient dans la même classe. Et donc, le maître m'installe sur sa table et il me donne une feuille et me donne un crayon. Il était en train d'enseigner, je m'en souviendrai encore, je pense, la lettre O. Et il demande de tracer des O à la classe de CP, donc des élèves de 6-7 ans. Moi, j'en ai 3. Quand il revient sur sa table où il m'a fait asseoir, j'ai tracé les plus belles lettres O de la classe. Le maître lève la feuille, non, l'ardoise qu'il m'avait donnée. C'était une ardoise. Il lève l'ardoise et il dit, vous avez vu, votre petit frère là, vous voyez comment il trace les O? Celui ou celle qui n'a pas un O qui est joli comme les O du petit Franklin là, wallahi, je vais le chicoter ici, vous allez voir. J'ai commencé l'école sur la table du maître. Donc, Madame Richard, c'est pas qu'un surnom. C'est un don, c'est une vocation. Écrivez ça. Écrivez ça. J'ai commencé l'école sur la table du maître. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Sur ces 5 cagnottes, la première, et les 2 dernières étaient destinées à des œuvres au Cameroun. Non, ce n'est pas vrai. Les 2 dernières n'étaient pas destinées à des œuvres au Cameroun. Il y a une seule cagnotte qui était destinée à aider les anciens combattants du Cameroun. D'ailleurs, je n'en ai pas récupéré, eh bien, j'ai pas récupéré la totalité de ces cagnottes. Il y en avait une autre qui a servi à la rénovation de la tombe du leader Félix Roland Moumia à Conakry, en association avec d'autres camarades. Il est vivant, il est à Bruxelles, Marcel Tchangé, il peut vous en parler. Mais à partir de cette époque-là, je n'ai même pas récupéré les cagnottes. Car je voyais une pression judiciaire politique qui commençait à venir sur la générosité des Africains envers moi. Donc je n'ai même pas récupéré la totalité de ces cagnottes. Je n'ai même pas utilisé les fonds qui sont restés dans le compte associatif. Dès qu'on s'est mis à me poursuivre, j'ai suspendu l'activité financière de l'association en attendant de voir clair dans la stratégie qu'ils avaient choisie. Rendez-vous compte, c'est au mois d'octobre passé que la banque postale m'a envoyé une carte bancaire du compte associatif. Parce que le compte associatif avait été récupéré par la direction de la banque postale. Je n'y avais plus accès. Sur ordre de Macron. Je n'ai plus eu de transaction financière quelconque avec ce compte pendant pratiquement 2 ans. Parce que moi-même, j'attendais que la justice finisse de dire la vérité. Alors, elle continue. Sur cette somme de 46 582 €, sur cette somme, 46 582 € ont été retirés en liquide par Nyamsi, seul détenteur des moyens de paiement, qui ne compte qu'un membre, un trésorier, d'une association qui ne compte qu'un membre, un trésorier, qu'un autre membre, un trésorier, qui a assuré aux enquêteurs de ne pas être au courant de son rôle, et que Nyamsi a qualifié de limité intellectuellement, où ont été alloués à diverses dépenses, comme des restaurants, des produits cosmétiques et pharmaceutiques, des péages ou de l'ameublement. 28 000 € ont fini sur le livret A de l'accusé. N'importe quoi. Non seulement, Soulé de Paris n'a jamais dit qu'il n'était pas le trésorier, qu'il ne savait pas qu'il était le trésorier, et j'ai dit que celui-ci n'avait pas été impliqué dans la gestion de la trésorerie parce que nous n'encaissions pas encore les cotisations et que
l'association étant domiciliée chez moi, comme eh bien, le compte bancaire, en attendant que nous commencions à recevoir des cotisations, je pouvais gérer ne serait-ce que les dons qui avaient été lancés. C'est ce que j'ai expliqué. Ils ont tenté de semer la zizanie entre mon jeune frère, Soulé de Paris et moi, ils ont échoué. Soulé de Paris est venu hier à Rouen et il a entendu le mensonge du procureur, disant que lui, Soulé de Paris, aurait dit qu'il ne savait même pas qu'il était trésorier de l'association. Soulé de Paris est scandalisé par cette accusation. Si cette affaire devait continuer, il viendra témoigner des mensonges, eh bien, du procureur. Bon. Dans toute cette affaire, moi, Franklin Yamsi, en réalité, je n'ai récupéré pour moi-même que 28 000 euros. J'ai récupéré pour moi-même 28 000 euros. Il m'a été donné 34 000. Les autres ont été affectés aux missions que j'avais annoncées. Par ailleurs, je n'ai pas épuisé les fonds de l'association. Ayant laissé moi-même plus de 6 000 euros à l'association, j'ai laissé également une partie des quêtes qui avaient été faites pour les autres causes dans la caisse dans le compte bancaire de l'association, auquel je n'ai plus touché depuis 3 ans. Ils m'ont envoyé une carte bancaire là, pensant que j'allais aller l'utiliser. Je ne l'utilise pas. Je vais aller voir la poste, la banque postale, demander qu'on me donne l'état des comptes, du compte postal de cette association maintenant. Parce que j'ai tout à fait l'intention, de reprendre entièrement en main sa gestion financière, puisque il fallait que l'État, qui se mêle de mes affaires, finisse de s'en mêler. Dans tous les cas, Franklin Yamsi bénéficiait de 34 000 euros de dons. Elle écrit, 28 000 ont fini sur le livret A de l'accusé. C'est pas qu'ils ont fini, c'était pour moi. On m'a donné 34 000, je n'en ai pris que 28. Et j'ai partagé, j'ai aidé d'autres personnes. J'ai mené les missions de l'association, conformément aux instructions que le président Soro m'a données. Au demeurant, tout cet argent dont on parle, ce n'est pas l'argent de l'État français. Ce n'est pas l'argent de la mairie de Mont-Saint-Aignan. Ce sont les dons des amis du président Guillaume Kibafori Soro, du professeur Franklin Yamsi au Cameroun. Votre problème dedans, que ce soit vous, Madame Richard, la journaliste, ou vous, monsieur le substitut du procureur, votre problème dedans, c'est quoi? Le 20 octobre 2023, Madame Gérard, procureur, près, du tribunal judiciaire de Rouen, elle a dit, Madame Gérard a dit, que l'affaire était classée sans suite au motif que l'infraction n'avait pas été suffisamment caractérisée. Votre problème, c'est quoi? Expliquez aux Françaises et aux Français, expliquez au monde entier pourquoi une affaire classée est réveillée. Pourquoi un substitut de procureur peut contester la décision d'un procureur. Parce que Madame Gérard avait statut de procureur. Alors que celui qui vient réchauffer l'affaire, lui, c'est un substitut du procureur. Comment quelqu'un qui est d'un grade inférieur peut venir ouvrir un dossier d'une affaire qui a été déjà tranchée par quelqu'un qui est d'un grade supérieur, si ce n'est pas sous la manipulation du pouvoir politique? Alors, de conclure maintenant l'affaire, ce dernier n'a fourni aucun justificatif de ses dépenses. Mais qui m'a demandé un justificatif de dépenses? Qui me l'a demandé? Le compte bancaire de l'association lui-même était un justificatif. Mais à partir du moment où vous m'empêchez d'accéder au compte bancaire de l'association, puisque vous le déplacez à la direction de la poste, à laquelle je n'ai pas accès, comment voulez-vous que je vous donne des justificatifs alors que vous avez saisi le compte et que je ne peux même pas y accéder? Je vous donne les justificatifs comment? J'ai dit, quand je vais reprendre entièrement possession du compte, ce ne sera pas compliqué. Je n'ai rien fait d'extraordinaire avec l'argent qui a été collecté. Je l'ai affecté à tout. Je pourrais justifier. L'avantage qu'on a maintenant, c'est que quand vous utilisez une carte bancaire, il y a une traçabilité. Même si vous payez dans un magasin, vous payez dans un supermarché, vous payez dans une boulangerie, il y a une traçabilité dans votre compte bancaire, oui ou non? Non, il n'est pas difficile de savoir à quoi j'ai consacré les dépenses. Mais peu importe. Laissons même cette affaire de à quoi j'ai consacré les dépenses. L'argent appartenait à qui? L'argent que moi j'ai dépensé, il est inférieur à celui qu'on m'a donné. L'argent que j'ai dépensé, tiré du compte associatif, est quand même inférieur à celui qu'on m'a donné.
C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, Franklin Nyamsi a exercé sa générosité envers l'association qu'il a créée. Il y a laissé une partie des revenus qui lui rentraient de droit pour que d'autres en profitent. Et pour aider, conformément au but déterminé en commun accord avec le président Guillaume Soro et les camarades. Où est le problème des gens? Donc, Madame Richard, et son article s'achève de cette façon, Madame Richard essaye en réalité de me noyer sous une ambiance sulfureuse de corruption. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Franklin Nyamsi a expliqué, au sujet de l'argent placé sur son livret A, Franklin Nyamsi a expliqué qu'il correspondait à un peu moins de la somme perçue dans le cadre des 2 cagnottes de concédant. Ce n'est pas un peu moins. C'est plus de 6 000 € de moins. Pourquoi avoir sorti cet argent du compte de l'association et l'avoir placé sur son compte personnel? Réponse, car je voyais venir des jours sombres. Est-ce que ce n'est pas vérifié? Il a en effet été exclu 3 mois de son poste d'enseignant. Voilà, c'est pour ça que j'avais demandé à être aidé. Je sentais qu'on risquait de me priver du pain du jour. Il a également précisé devoir rembourser un crédit immobilier. Ça, c'est vrai. Et avoir 4 enfants en charge. Ça aussi, c'est vrai. Dont 2 en études supérieures. C'est vrai. Et une épouse avec un petit salaire. C'est vrai. Au sujet des autres dépenses, il évoque des actes de solidarité envers des personnes dans le besoin. Mais bien sûr, c'était le but de l'association. Affirmation du procureur. Cette association a été gérée sans prendre en compte la loi de 1901, sans respect strict des statuts de l'association, a argué le procureur de la République dans son réquisitoire, pointant notamment certaines cagnottes à l'objet étranger au statut de l'association et aucune justification de la moindre dépense. En quoi ça le concerne? Qui s'est plaint de ça? Qui est victime de ça? C'est moi, le président de l'association. Je me suis plaint. C'est ça le problème. Le procureur se plaint de quoi? Est-ce que ce procureur peut donner la preuve que toutes les associations qu'il y a en France aujourd'hui, lui, le procureur, est au courant de l'usage qui est fait de leur fonds de caisse? Est-ce que le procureur, le substitut du procureur de Rouen, là, qui m'accuse, peut rendre compte de la gestion de toutes les associations qu'il y a dans le bassin de Rouen? Est-ce qu'il s'intéresse à toutes les associations? Parce que l'un des principes de justice, c'est le principe d'équité. Il faudrait que lui, il ouvre un dossier, une enquête générale et permanente sur toutes les associations, et qu'il les traite comme il me traite. On voit très bien qu'il s'agit d'une pseudo-justice à tête chercheuse qui a été missionnée par Macron pour viser à atteindre par tous les moyens possibles Franklin Nyamsi. On continue la lecture du dernier paragraphe de ce très mauvais article. Alors, quant au procureur, qu'est-ce qu'il dit? Convaincu de la difficulté pour lui d'arriver à convaincre la moitié des personnes présentes dans la salle. Donc, le procureur a avoué qu'il ne pouvait pas convaincre la moitié des personnes présentes dans la salle. Mais alors, l'autre moitié, il l'a convaincu comment? Il s'est défendu de toute pression politique. Voilà quelqu'un qui arrive dans un parquet en septembre, qui décide de réchauffer une affaire qui a été classée sans suite par sa prédécesseur et qui dit que lui n'est pas sous pression politique. Quelqu'un qui n'est pas sous pression politique peut oser déjuger une procureure pleine alors qu'il n'est que substitut du procureur qui vient d'arriver. C'est un homme qui est venu en mission. On l'a envoyé en mission. Seule une mission politique peut expliquer qu'il ose déjuger sa collègue, Madame la procureure Gérard. Et il dit, oh, je suis exempt de toute pression politique. Il a même dit qu'il n'a jamais écouté une de mes conférences. Qui peut le croire? Comment quelqu'un qui n'a jamais écouté une de mes conférences peut me traiter de paranoïaque? À moins que ce soit une projection autodescriptive. Bon, alors, il dit, il s'agit d'une affaire de pur droit. Je n'ai pas besoin d'agir sur commande, que ce soit clair, a-t-il insisté. Une affirmation qui a provoqué un brouhaha de protestation dans la salle. Oui, à ce moment-là, toute la salle là, on dit, mais vous êtes un menteur. Le public là, la salle qui était dans l'audience, quand il a dit ça, les gens ont dit c'est faux. Vous êtes manipulé. On voit très bien que vous êtes un procureur qui a été mis en mission contre M. Nyamsi. La présidente du tribunal a dû faire un rappel au calme. Et moi-même, j'ai dû demander au peuple africain présent dans la salle de respecter l'enceinte dans laquelle nous étions. Pour que l'on revienne au silence. Mais les gens étaient outrés. Outrés par la prétention de ce procureur à être
impartial, alors qu'on voyait très bien qu'il était pleinement manipulé. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis simple et une amende de 31 000 euros. La somme correspondant aux sommes virées directement du compte de l'association à celui de Franklin Yamsi. Bon, voilà ce que rapporte Madame Florence Richard. Bon, le procureur là, il veut me mettre en prison, pourquoi? Même s'il propose une peine de prison avec sursis, la question c'est, il veut me mettre en prison, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai volé l'argent de quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai détourné une somme qui ne correspondait pas au minimum à la totalité de ce qui m'avait été donné? Non. Est-ce que quelqu'un a porté plainte contre moi parce que j'aurais mésutilisé l'argent qui m'a été confié? Non. Il y a un vrai problème. C'est un scandale absolu qu'un procureur se lève, pointe un chef de famille, dise qu'il est bon pour 6 mois avec sursis de prison, alors que l'infraction a été considérée comme insuffisamment caractérisée. L'infraction n'a pas été reconnue par quelqu'un qui avait plus de compétences et de pouvoir que lui. Vous voyez, c'est là qu'on voit la mission commandée de Macron. Quand tu as demandé une amende de 31 000 euros, amende de 31 000 euros, mais vous savez qui devrait bénéficier de l'amende de 31 000 euros? Le Trésor public français. L'amende dont ils sont en train de parler là, ce n'est pas pour donner à l'association. Parce que s'ils donnent à l'association, le président de l'association, c'est moi. N'est-ce pas? S'ils veulent donner 31 000 euros à l'association, le président de l'association, c'est moi. Je n'ai rien demandé. L'association, dont je suis le président, n'a rien demandé. Donc, ils veulent que Franklin Yamsi prenne l'argent que les Africains lui ont donné et qu'il le donne au trésor public pour que ça plaise à Emmanuel Macron, dictateur de France. Vous avez compris? Voilà ce qu'un procureur a osé dire. Mettez Franklin Yamsi en prison pendant 6 mois avec sursis parce qu'il a récupéré l'argent que les Africains lui ont donné. Mieux, prenez cet argent que les Africains ont donné à Franklin Yamsi et mettez-le dans les caisses de l'État français. Voilà où en est la justice en France. Voilà ce que le procureur demande à Madame la juge, la présidente du tribunal de faire. Incarcéré, détruisez la virginité de l'extrait de casier judiciaire de M. Yamsi en France, en proclamant une peine de condamnation à prison contre lui, et ruinez-le. Arrachez-lui, par tous les moyens possibles, 31 000 euros, et mettez-les dans les caisses de l'État français. Eh bien, voici comment je caractérise l'attitude de ce procureur. Ce procureur organise une véritable opération de vol. C'est du vol. Cette pseudo-justice-là, à laquelle le procureur veut donner prospérité, ça s'appelle du vol. Là où ils veulent m'accuser d'abus de confiance, je les trouve en pleine tentative de vol. C'est du vol. Je n'accepterai jamais une telle condamnation. Je n'accepterai jamais une telle condamnation. Je n'ai pas détourné. Je n'ai abusé de la confiance de personne. Les Africains m'ont aidé du fond du cœur. Et ils sont prêts à recommencer. Et nous allons en donner la preuve. Si cette persécution continue, les Africains vont me donner des millions d'euros. Et M. Macron va voir. Et tous ceux qu'il instrumentalise contre moi vont voir. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Ce n'est pas un problème d'argent pour l'Afrique. Mais c'est un problème de principe. C'est notre souveraineté, c'est notre dignité que vous piétinez. On me menace. On m'enlève 3 mois de paye. Ma communauté m'aide. Et Macron veut utiliser la justice pour arracher ce que la communauté m'a apporté. Le même Macron m'a enlevé 3 mois de paye. L'équivalent d'environ 14 000 euros en 2023. Les Africains m'en ont donné 34 000. Ce qui m'a permis d'affronter cette privation. Et j'ai laissé pour les Africains 6 000 euros.
J'ai laissé 6 000 pour aider mes frères et sœurs en difficulté à travers le monde, à travers l'association. Vous voyez, Macron m'a enlevé combien? Répétez bien, 14 000. Les Africains m'ont donné combien? Les Africains m'ont donné 34 000. J'ai récupéré combien? 28 000. Dans les 28 000, enlevé déjà les 14 000, 3 mois sans salaire. Au moins, j'ai pu combler le trou de salaire. Il reste 14 000. Donc, c'est pour 14 000 euros là, qui ont en très bonne partie été engloutis dans les frais de justice. Parce que je suis en justice depuis 2021. Conseil de discipline, mobilisation, déplacement, etc. Depuis 2021, pour me défendre. En fait, cet argent-là, il n'existe plus depuis très longtemps. Il a été vraiment utilisé pour ce pourquoi j'avais appelé le soutien. Je savais que j'aurais cette période de difficulté. Je savais qu'on risquait de me couper la paye. Et qu'il faudrait que je vive. Mais vous, est-ce que vous vous rendez compte que le procureur se permette de dire on doit arracher à M. Niamsi l'argent que les Africains lui ont donné? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Leur politique de sanctions unilatérales contre le reste du monde. Dès que vous ne répétez pas leur dictée, ils se mettent à arracher votre maison, arracher votre compte bancaire, arracher vos avoirs, bloquer. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Toute la crise géopolitique dans laquelle l'Occident se trouve, elle vient de ce 2 poids 2 mesures. Elle vient de cette impunité unilatérale. Elle vient de cette cupidité. Qu'un procureur supposé défendre les libertés publiques se permette de vouloir faire jeter un père de famille en prison, même avec sursis, parce que celui-ci a reçu des dons. Et qui plus est, à vouloir dire qu'on doit arracher les dons que ce monsieur a reçus pour les verser dans le trésor public français. Mais j'ai regardé ce monsieur proférer cette abomination. Et dans mon cœur, je n'ai dit qu'une prière. Je voudrais vous la confier. En regardant ce procureur proposer qu'on me colle 6 mois de prison avec sursis et qu'on m'arrache 31 000 euros pour une infraction que je n'ai pas commise, je me suis dit en moi-même la prière que voici. Qu'il advienne dans la vie de cet homme des événements qui lui permettront de mesurer l'ignominie à laquelle il s'est associé. Je répète la prière que j'ai dite par mes ancêtres angélisés et j'espère qu'elle aura été entendue jusqu'au Tout-Puissant. Qu'il soit permis à ce substitut du procureur dans sa propre vie de vivre des situations qui lui rappelleront l'ignominie à laquelle il a voulu participer contre moi en cette journée du 28 novembre 2024. Ça a été ma prière. Je suis resté extrêmement calme et serein devant cette abomination. Calme et serein. Car j'ai bien compris qu'en réchauffant le dossier, M. Macron avait mis ce substitut du procureur en mission pour proposer, littéralement, la destruction de mon image sociale, de mon image morale, par l'instrumentalisation de la justice. Non, mais la condamnation n'a pas été décidée. Il faut que vous compreniez qu'au tribunal, le procureur requiert telle ou telle condamnation contre une personne. Le juge demande à la personne de s'expliquer face à cette réquisition du procureur. Et c'est seulement après avoir écouté les deux parties que le juge, en âme et conscience, décide soit de valider les réquisitions du procureur, soit de les invalider, soit de les amenuiser, soit, c'est pas exclu, chez un juge, de les aggraver. Oui, il faut que vous compreniez ce langage du tribunal. On n'a pas dit que j'ai été condamné le 28 novembre. Non, parce que la décision n'a pas été rendue. Le verdict n'est pas encore connu. Le verdict est mis en délibération pour le 19 décembre. Madame la juge s'est estimée incapable de donner un verdict après avoir écouté les arguments du procureur et ceux de la défense. Elle a demandé à avoir un temps de réflexion suffisant
avant de trancher. Et je crois que la mobilisation des Africains sera triple le 19 décembre prochain pour se délibérer. Car le monde entier doit venir voir éclater la vérité. Soit la vérité d'une injustice abominable, soit la vérité d'une justice, eh bien, résistante et courageuse. Il n'y a que deux vérités qui peuvent éclater le 19 décembre prochain. Soit la confirmation d'une abomination judiciaire, soit au contraire, eh bien, la résistance de la juge en ses âmes et consciences contre l'instrumentalisation politique du procureur. Mes avocats ont plaidé la relaxe pure et simple. Moi, j'ai plaidé, bien sûr, non coupable des faits qui me sont reprochés et demandé ma relaxe pure et simple. Et j'ai expliqué qu'il s'agissait simplement du énième épisode de la persécution politique organisée contre moi. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un scandale innommable. Qu'un procureur demande qu'on emprisonne un honnête citoyen sur la base d'une infraction inexistante. Mieux qu'on plume de 31 000 € un honnête citoyen qui a bénéficié de la solidarité de sa communauté historique, qu'un procureur le demande, en plus qu'il veuille que l'argent ainsi arraché se retrouve dans les caisses du trésor public. C'est le summum de l'abomination. Donc voilà des gens qui se promènent pour piquer l'argent des gens sans motif. C'est du vol. Pour moi, philosophe, il n'y a pas d'autre mot pour nommer cela, c'est du vol, c'est de l'extorsion. Ce procureur a proposé à la juge de procéder à une extorsion de fonds contre Franklin Nyamsi. Je ne l'accepterai jamais. Toute décision qui ira en ce sens sera immédiatement contestée. Je ne l'accepterai jamais de mon vivant. Jamais. Ni même mort, je n'accepterai pas cette décision. Quelque tribunal qui la maintenait, je ne reconnaîtrai pas la décision. Car elle n'est pas fondée. Et dès le départ, on a dit qu'elle n'était pas fondée. Madame la procureure, eh bien, Gérard a dit le 20 octobre 2023, infraction non caractérisée. Il n'y a rien. Dossier classé sans suite. Donc, dernier paragraphe. À la nuit tombée, sur les marches du tribunal, Franklin Nyamsi, qui selon l'un de ses avocats est fiché S, ça ce n'est pas faux. On a vérifié. Maître Njifutao Woshawa Aboubek a même porté plainte pour moi contre le ministère de l'Intérieur, qui a dit qu'il ne voulait pas s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils m'ont fiché S, parce que s'il s'explique, je risque de prendre des précautions. Ce qui veut dire que je suis sous espionnage permanent. Et c'était à l'époque de Moussa Gérard Darmanin. C'est quand il a perdu son poste de ministre de l'Intérieur qu'il s'est souvenu qu'il s'appelait Moussa. Et que, alors qu'il s'appelait Moussa, il a participé à la persécution contre moi qui dénonce la France-Afrique. Donc, ils m'ont classé dans une catégorie, eh bien, d'individus dangereux, alors que je n'ai posé aucun acte. J'ai un casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais fait usage d'armes à feu. Je ne suis auteur d'aucun trouble à l'ordre public. Je n'ai créé aucun problème nulle part en France depuis que je suis. Et ils ont décidé comme ça. On a même découvert l'autre jour qu'un député de la France insoumise, qui a été élu par les Français, avait été à son insu fiché S par la bande à Macron. De la même façon. Beaucoup de Français, hein, de toutes origines, sont à leur insu fichés S sous le régime Macron. Le nombre de fichages S a augmenté d'une manière exponentielle. Tiens, ça me rappelle le cas du journaliste Thomas Dietrich. Vous savez, le journaliste d'investigation qui dénonce lui aussi la mafia de la France-Afrique. C'est au détour d'un de ses nombreux voyages pour mener des reportages, des enquêtes à l'étranger, qu'il s'est rendu compte que lui aussi, il a été fiché S à son insu. Ils l'ont fiché S. Il n'a pas un problème au tribunal avec quelqu'un. Il n'a jamais été cité dans une affaire de déstabilisation. Rien. Un jour, le monsieur se rend compte qu'en fait, quand il vient aux aéroports, on arrache son passeport, on photocopie toutes les pages de son passeport. Bref, on le traite comme on me traite là. Il s'en est plaint. Et il a découvert qu'on l'a fiché S, il a porté plainte. Comme moi, j'ai porté plainte. Donc, fichier S, les individus en France, c'est devenu un jeu pour M. Macron.
il a tellement détruit la crédibilité de l'État français que le fichage S, qui est supposé être réservé à des personnes vraiment coupables d'actes de terreur, d'actes d'atteinte à la paix et à la sécurité, eh bien, collective, eh bien, ce fichage-là est devenu banal. Des milliers de Françaises et de Français sont inclus dans ces fichiers informatiques hautement salissants et dangereux, sans avoir commis la moindre infraction. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai commis aucune infraction. J'ai un casier judiciaire vierge. Comment je peux être fiché S avec un casier judiciaire vierge? Parce que le fichage S, il faut que tu aies posé des actes. Que tu sois clairement auteur d'actes terroristes, que tu sois associé à une bande criminelle, mais d'une importance, etc. Rien de tout cela. Avant le 28 novembre 2024, je n'avais jamais été convoqué devant un magistrat en France, devant la barre. Je n'avais jamais été devant la barre. Mais avant d'être arrivé à la barre, ils m'ont déjà complètement chargé de tous les péchés d'Israël. Peut-être même qu'ils vont m'accuser du génocide perpétré par le gouvernement d'Israël contre les Palestiniens, pour compléter la liste des péchés d'Israël qu'ils veulent m'imputer. Moi tout seul. Je n'ai rien fait, mais déjà j'ai tout fait pour eux. Pourquoi? Parce que mes idées sont écoutées. Mes conférences sont des enseignements citoyens. Mes conférences éveillent. Voilà ce pourquoi ils veulent à tout prix me réduire au silence. Alors, à la nuit tombée, sur les marches du tribunal, dit Madame Florence Richard, Franklin Nyamsi, qui selon l'un de ses avocats est fiché S, et ses soutiens ont bruyamment scandé « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Célèbre phrase patriotique du Burkinabé Thomas Sankara, devenue la devise du Burkina Faso. Des soutiens, elle est devenue la devise du Burkina Faso. Des soutiens qui lui ont promis de revenir au tribunal le 19 décembre, date à laquelle sera rendu le délibéré. Donc voilà comment s'achève l'article à charge de Madame Florence Thomas, envoyé par Marwan Ben Yamed pour essayer de m'enfoncer dans les médias. Pour conclure, qu'est-ce qu'on constate en analysant cet article? On constate que Madame Florence Thomas n'a jamais pris la peine d'énumérer les raisons pour lesquelles le procureur a tort. Elle n'a jamais pris la peine de questionner la question centrale. Pourquoi une affaire classée sans suite est-elle réveillée par un substitut du procureur, alors qu'un procureur avait dit que cette affaire-là n'était pas digne, que la poursuite n'était pas fondée? Donc, Madame Florence Richard écrit un article de presse sur 7 pages, mais c'est un hors-sujet. Le but de ce hors-sujet, c'est d'utiliser le procès instrumentalisé par Macron contre moi comme un moyen pour continuer à cogner, bien sûr, sur les panafricanistes, sur les réseaux sociaux, dont je suis, cogner sur le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, dont le mouvement a demandé à l'armée française de quitter pacifiquement et immédiatement le sol ivoirien. Et il s'agit d'en profiter pour cogner sur la grande confédération de l'Alliance des États du Sahel, des présidents Goïta, Traoré, Tiani, bref, les 3 étoiles polaires de la révolution africaine, il s'agit de leur cogner dessus. Bref, Madame Florence Richard était en mission commandée pour, écraser un adversaire de la France-Afrique. Elle étant, elle, au service de la France-Afrique. Voilà le but de l'article. Et son patron Marwan Ben Yamed est connu pour être le cerbère de la défense du néocolonialisme français. C'est ce qu'il est. Et de ce point de vue, il n'a pas failli à sa réputation. Je ne m'attendais à ni plus ni moins que ce journalisme soporifique, superficiel, inutilement haineux, ce journalisme perfide, pervers, ce journalisme anti-populaire, qui fait que Jeune Afrique fait partie des journaux qu'on ne lit plus, si ce n'est pour chicoter, l'ego démesuré de ces derniers journalistes d'apparence, mais qui sont en réalité des relais de la persécution néocolonialiste française. Cette dame était au tribunal de Rouen. Je la voyais me regarder du coin de l'œil. Elle a dû voir, peut-être aux 2 ou 3 regards furtifs que je lui ai jetés, qu'elle n'avait pas intérêt à obstruer mon chemin. Je me réjouis de l'avoir laissé échanger essentiellement avec l'un de mes avocats.
Maître Alexis Iou, que je remercie, de lui avoir rappelé le caractère essentiellement, uniquement et foncièrement politique de ce procès. Il n'y a rien dedans, et il n'y a pas de détournement, il n'y a pas abus de confiance. Il y a Emmanuel Macron déterminé à briser les voix qui dénoncent la France-Afrique. Emmanuel Macron déterminé à instrumentaliser l'État français au mépris des normes de justice, au mépris de la liberté de l'esprit. Voilà la vérité. Et il fallait que je le dise. Donc, Madame Richard peut espérer que son article soit repris bientôt par Reuters, TV5, France 24, AFP. Ils vont tous se mettre là. Et puis les plumitifs africains, accroupis, des scribouillards hypocondriaques, comme les appelait notre bien-aimé doyen, le président aimé Henri Coram Bédier, ils vont s'empresser de récupérer cette camelote journalistique et la diffuser sur leur navet. Ça m'est égal. Fluctuat nec mergitur. Fluctuat nec mergitur. Ce n'est pas ça là qui va me faire tomber. Tout ce qui est produit de la pensée, qui est produit de la parole, tout ce qui se fait par le verbe, le Tout-Puissant, mes ancêtres angélisés, mes maîtres, m'en ont transmis un usage maîtrisé. Vous ne me vaincrez pas sur le terrain de l'argumentation, celui de la joute oratoire, la joute médiatique, sur le terrain de l'offensive intellectuelle. Vous serez toujours dans la poussière et moi en train de vous fouler les uns après les autres. Vous n'êtes pas à la hauteur. Quant à ceux qui instrumentalisent la justice, quoi qu'il m'arrive, ils seront punis au centuple dans l'histoire réelle de la relation franco-africaine. Tous ceux qui persécutent les Africains tomberont, chuteront lourdement, et il leur sera rendu négativement au centuple le mal qu'ils nous font. Tout cela se vérifiera. Et cela se vérifie déjà. Car au moment même où on s'amusait à me persécuter, eh bien, les murs de la Jéricho France-Afrique continuaient à se fissurer et à s'écrouler lourdement dans la nuit éternelle du temps. Et c'est ainsi qu'il sera. Et en continuant à me persécuter, en continuant à nous persécuter, vous accélérez la fin des carottes. Je le dis une deuxième fois. En continuant à nous persécuter, en continuant à me persécuter, vous accélérez la fin des carottes. Rendez-vous bien compte, hein. Il y a une corrélation naturelle entre l'obsession à persécuter des Africains innocents, serviteurs de la vérité et justice, et la descente aux enfers de la France-Afrique. Il y a un lien intime entre ces deux courbes. On appelle cela une corrélation mathématique. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.